Bonjour et bienvenue sur La Pêche en question, le nouveau rendez-vous que nous vous donnons sur Campagne TV. Alors c'est vrai que vous êtes très nombreux à vous poser des questions sur l'origine du poisson, sur la traçabilité, sur sa fraîcheur, mais également sur l'impact de la pêche sur l'environnement. Et bien à toutes ces questions, nous répondrons à travers des reportages, mais aussi à travers le témoignage et l'expertise de nos invités que je vous présenterai tout à l'heure. Mais avant cela, eh bien, premier débat, premier thème aujourd'hui, les contrôles, un sujet très sensible dans le secteur de la pêche. Mais plutôt qu'un long discours, eh bien, voyez ce reportage qui est signé Pascal Berthelot. Oui, Laurent, on est paré dans le Zodiac Babord, tu me dis quand? Eh ben, Soupito. Eh ben, vamos. C'est bon? Chaque jour, sur les côtes françaises, des patrouilleurs prennent la mer à bord de petits Zodiacs. Leur mission, vérifier que les pêcheurs appliquent la réglementation européenne. Capturer des poissons ou des coquillages sur les eaux françaises exige un cahier des charges très sévère. Rien n'est laissé au hasard, de la structure des filets jusqu'aux horaires de pêche. Là, on est en train de contrôler la grandeur des mailles, hein, puisque aujourd'hui, selon ce que le marin-pêcheur cible comme espèce, il doit avoir des mailles de taille différentes. La visite des installations du bateau, le type de poisson, le cahier de route. La vérification va se prolonger 45 minutes. Parfois, cela peut durer beaucoup plus longtemps, 4 ou 5 heures, quand les navires sont de grande taille. En France, le poisson est l'un des mets les plus appréciés. On en consomme 35 kg par habitant chaque année. Bar, dorades, merlus, sardines, mais aussi coquillages, crustacés, à des prix abordables pour certaines espèces. Tu veux un petit rouget? 6 €. Mais si aucun nuage ne vient ternir l'horizon dans ce secteur, c'est parce que divers contrôles sont effectués. Le secteur fait tout pour anticiper les problèmes d'une surconsommation à risque. Pas question de vivre un épisode de la vache folle, celui de la viande de cheval dans les steaks hachés de bœuf, ou bien encore cette histoire de fraude massive aux États-Unis. On vous vend de l'eau au prix du poisson, c'est-à-dire que vous avez un filet de poisson dans lequel on injecte de l'eau, et au lieu de faire 500 grammes, il en fait 700, 800. Évidemment, la marge est bien plus importante. La traçabilité du poisson est la première disposition contre toute tentative de malversation. Et la première étape, ce sont les contrôles effectués sur les pêcheurs, en pleine mer. Ouais, c'est celui-là, c'est celui-là. Les affaires maritimes sont sur le qui-vive. Depuis des salles dignes du Pentagone jusqu'aux navires de l'armée avec ses hommes aguerris. Vous avez la licence crustacée? En dehors des contrôles en mer, chez les poissonniers, le premier objectif, c'est de rassurer le client sur la qualité du produit. Ça, c'est de la pêche, c'est sauvage. C'est pêché au large de la Bretagne. La provenance, c'est l'argument numéro 1 des poissonniers. La pêche française est un peu comme une marque. Le drapeau bleu, blanc, rouge aujourd'hui est un peu comme un label. Quelle est cette longue traversée pour que le poisson arrive sur les étals? Les contrôles en France sont-ils fiables? Quelles sont les fraudes les plus courantes? De la mer jusqu'à l'assiette du consommateur, voici comment la pêche française est sous contrôle. Nous sommes en Bretagne, à quelques kilomètres de la ville de Lorient. C'est ici que se trouve le Crossetel, l'une des bases principales qui gère les contrôles sur les bateaux de pêche. Et en plein mois d'août, l'activité ne se résume pas qu'aux chalutiers. Les messages de détresse des plaisanciers se comptent par dizaines tous les jours.
D'accord, donc vous me confirmez qu'au niveau du plateau de Carpape, il n'y a que votre navire qui est dans cette mauvaise posture. La station qui se signale en panne de moteur au niveau de Piriac. Ici, le Cross-Etel, monsieur, on va dégager canal 67, 6-7 pour l'opération. C'est le témoin à terre ou en mer? Non, en mer, visiblement. Et il peut pas aller le récupérer? C'est pas le premier de la casque, on va dire. Ça fait quelle distance de la côte? Ouais. Les mois de juillet-août pour le sauvetage et notamment sur la zone de responsabilité du Cross-Etel, c'est la pleine période avec énormément d'opérations, souvent bénignes heureusement, mais en nombre. En été, le travail du commandant Pierre Villebois alterne donc entre les bateaux en perdition et ceux qu'il faut contrôler aux abords des côtes françaises. La technologie fait qu'aujourd'hui, on connaît parfaitement le déplacement des bateaux grâce à un GPS obligatoire, installé dans chaque navire de plus de 12 mètres. C'est sur l'un de ces postes que l'on constate leur déplacement et que l'on mesure l'activité des bateaux. On suit des navires français partout sur les océans. Le plus gros de l'activité est effectivement concentré sur le littoral communautaire, au niveau de la métropole. Donc là, on voit bien la forte activité française le long du littoral français. Sur cet exemple que j'ai pris, un navire qui est parti du port. Donc on voit le tracé en vert qui indique une vitesse supérieure à 6 nœuds, environ 10 km/h. Puis un tracé orange, une vitesse qui est comprise entre 3 et 6 nœuds, environ 5-6 km/h. Et enfin, si l'on continue de zoomer, une vitesse très réduite, en bleu, moins de 3 nœuds, qui reflète bien l'activité d'un navire de pêche. On voit bien ici le tracé, on sait que le navire a eu une activité. Notre travail est d'aller vérifier si l'activité qu'il a eue dans cette zone et à cette période est légale, est réglementaire. Si tel est le cas, on continue nos investigations. 2500 navires de pêche à contrôler et par manque d'effectifs, seulement une vingtaine en moyenne à visiter par jour. Autant dire que certains bateaux n'ont pas été vus depuis plusieurs mois. Au Cross-Etel, on tente donc de recouper un maximum d'informations pour cibler au mieux les navires. S'il vous plaît, Maître Charbonnier. Ouais. En ce moment, j'ai la gendarmerie maritime, la Trieux, là, qui en contrôle un, le Discovery, en baie de Saint-Brieuc. En baie de Saint-Brieuc, d'accord. Donc, a priori, cible les bivalves. De la même manière que le patrouilleur Thémis est également en baie de Saint-Brieuc? Tout à fait, il est présent en baie de Saint-Brieuc et là, il amorce un contrôle sur un dragueur à bivalve également, le Carpédième. Nos applications nous permettent de faire un premier ciblage en fonction de la date du dernier contrôle, s'il est lointain ou assez récent, si le dernier contrôle a donné issue à une verbalisation ou non. Donc ça, la machine nous fait un premier filtre, j'allais dire. Puis après, le personnel qui est ici effectue la synthèse de toutes ces données et donne une liste de navires, voire un navire potentiellement aux unités qui se trouvent dans le secteur. Le Cross-Etel dispose de plusieurs navires, dont celui-ci, le Thémis. Un navire de plus de 50 mètres de long, sorti des ateliers de Cherbourg en 2004. Il est au service des affaires maritimes. À son bord, des hommes qui dépendent du ministère de l'écologie. Et c'est lui, le commandant Christian Sauvage, qui reçoit le nom des bateaux à contrôler. Il y a un petit d'abord, il y a un autre au fond, 2 là-bas. La première étape consiste à trouver ceux qui figurent sur cette liste. Le Thémis croise des dizaines de bateaux chaque jour. Impossible de tous les contrôler. Seuls les 5 noms sont à interpeller. Cap Horn. Ah. Il n'est pas dans le ciblage. Non. Il y a des poissons qui sont beaucoup plus ciblés que d'autres, qui font l'objet de plans de reconstitution pour lesquels il y a une attention particulière qui est demandée. On a tendance à aller surveiller les activités de ces pêcheries beaucoup plus que d'autres. L'intention est bien sûr d'équilibrer tout cela pour éviter qu'un navire ne soit pas vu pendant quelques années et un autre beaucoup trop pendant la même année. Il y a un gros souci de traiter tous les professionnels de la même façon, à peu près avec les mêmes fréquences. Mais il y a toujours une partie aléatoire dans le contrôle. Ah, le plus loin là-bas, ouais. 18 minutes. Ouais. Ah ouais, c'est celui-là là-bas. Éligible ? Bon. Thémis, vous m'en savez. Je vais vous envoyer une équipe de contrôle d'ici quelques minutes. Arnaud Selton travaille aux affaires maritimes depuis plus de 10 ans. Ancien pêcheur, il connaît parfaitement la mer et les pratiques des chalutiers. Lorsqu'il part sur un contrôle, c'est toujours accompagné de 3 autres agents.
Le Thémis est capable de mettre à l'eau un Zodiac en quelques secondes et en toute sécurité. Lorsque le temps est mauvais ou qu'il faut intervenir très rapidement, cette procédure devient alors un précieux outil. Arnaud Selton va vérifier l'envergure des mailles des filets. Autrefois, c'était à la force des bras. Aujourd'hui, l'électronique rend les données plus fiables. Les 125 newtons qui correspondent aux 5 kilos en force qu'on devait appliquer à la main autrefois avec la pige. Qu'est-ce que vous ciblez comme espèce? Voilà, c'est sur la sèche, c'est un peu de poisson. Ouais. Vous avez la licence crustacée? Non. Pour ce pêcheur de sèche, les affaires maritimes sur son bateau, c'est une grande première. Ça fait 1 an et demi qu'il est sorti le bateau de chantier. Et c'est la première fois. Oui. Ok, bon le chalut est correct. Vous pouvez remettre en pêche. Là on a commencé par l'engin pour que le marin pêcheur puisse remettre en pêche le plus rapidement possible. Il faut quand même essayer de moins gêner les professionnels. Les pêcheurs ont l'obligation de respecter des périodes de pêche très précises durant l'année. Pour les Saint-Jacques, il existe même des horaires pour en prélever. Pour chaque espèce, il y a des quotas en matière de quantité. La fraude la plus courante reste de pêcher plus que ce qui est autorisé, ou bien encore de prendre du poisson dans des zones interdites pour favoriser la reproduction. Arnaud Selton se rend en cabine à présent pour d'autres vérifications. On va regarder si toutes ces autorisations européennes de pêche sont valides pour l'année. Ensuite, on va regarder également le journal de bord, le journal de pêche communautaire. Le patron a une marge de 10% d'erreur entre ce qu'il déclare au journal de pêche et ce qu'on va constater physiquement en cale. Ce bateau respecte toutes les directives européennes, comme une très large majorité de navires dans les eaux françaises. La fraude en mer est plutôt rare. Allez, au revoir, bon courage. Les problèmes les plus fréquents en France concernent essentiellement la pêche sur les coquilles Saint-Jacques et le thon rouge en Méditerranée, avec des surpêches par rapport aux quotas européens. Pour les agents du Thémis, pas le temps de regagner leur base qu'un nouveau chalut à inspecter se présente sur leur route. Vous avez été contrôlé dernièrement? Voilà, ça fait la 2e fois dans le mois, là, quand même. Là aussi, tout est conforme. Pour Arnaud Selton et ses hommes, la journée se passera sans encombre. Tous les petits chalutiers seront en conformité. Si les fraudes concernent rarement la pêche en elle-même, c'est lorsque le poisson arrive au port que la malversation peut débuter. Et notamment sur l'étiquetage des poissons. Comme c'est le cas en Espagne. Des investigations ont démontré que des centaines de kilos de merlus africains étaient vendus au prix de celui provenant d'Europe, alors qu'il est en réalité 2 fois moins cher. Mais il y a plus grave. Thomas Laurenceau est le rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs. Il vient de consacrer un dossier complet sur le poisson. Depuis plusieurs mois, le journal recevait un grand nombre d'interrogations de la part de ses lecteurs, plus ou moins inquiets sur la qualité des produits que l'on trouve dans les poissonneries et les supermarchés. Il y avait de vraies demandes sur alors finalement qu'est-ce qu'on fait, quoi. Faut-il, oui ou non, manger du poisson? Donc on s'est dit on allait essayer d'y répondre, notamment en faisant des analyses. Et l'une des autres motivations de ce dossier, c'est suite à un vrai scandale. C'est aux États-Unis que l'une des plus grandes malversations sur des produits alimentaires a eu lieu. De 2010 à 2012, un poisson sur 3 ne correspondait pas à l'étiquette sur l'emballage. Avec des exemples frappants, 3/4 des restaurants de sushi ne cuisinaient pas les véritables poissons commandés. On estimait aussi que 90% des thons vendus avaient un marquage erroné, avec une provenance mensongère. Sans compter la transformation de certains poissons.
on vous vend de l'eau au prix du poisson, c'est-à-dire que vous avez un filet de poisson dans lequel on injecte de l'eau, et au lieu de faire 500 grammes, il en fait 700, 800. Évidemment, la marge est bien plus importante. Et ça c'est sur certaines espèces, c'est très important, et sur certains poissons comme ça, produits de façon industrielle, on a vraiment des fraudes lourdes. Ça a été montré par les Américains il y a quelques mois. Les professionnels français s'en sont inquiétés au point qu'ils ont mené une enquête, une enquête fraude filet, pour essayer de déterminer, de voir comment on pouvait déterminer la présence d'eau ou pas dans les filets. Les résultats de cette enquête ont été négatifs, mais la France va plus loin dans la transparence. À l'horizon 2015, de nouvelles informations vont apparaître sur les étiquettes. Les gens aussi ont besoin de savoir comment le poisson a été pêché, enfin demandent à savoir comment le poisson a été pêché. Ça va être plus précis justement. Pour le moment, c'est pas indiqué. Là, on va avoir le type de pêche qui va être mentionné obligatoirement sur les étiquettes. Ça, c'est intéressant. Ensuite, évidemment, il faut que les étiquettes soient justes et ne soient pas mensongères. Le premier étiquetage des poissons, c'est souvent la nuit qu'il se fait. Comme ici, à Lorient, le premier port de pêche en France avec Boulogne. Plus de 20 000 tonnes de poissons y sont soumis à une taxe portuaire. Un homme connaît bien les problèmes d'étiquetage. C'est Erwan Martelot. Ouais, juste pour savoir, la pièce d'espadon sur l'île Stéphane Marilou, on en fait quoi? On la met à la vente ou elle part en direct? Tous les matins, c'est la course. Il prépare la criée, le moment où on vend le poisson. Elle démarre à 4h30. Là, je vais finir de contrôler un bateau juste avant la vente, de manière à être sûr que les lots qu'on met en vente correspondent bien à la réalité, quoi. Bon, par exemple, ici, tu vois, j'ai retrouvé une erreur. Un lot qui était mal étiqueté. Donc si on n'avait pas vérifié, on aurait vendu un lot qui n'existe pas, quoi. Des choses qui arrivent. Pour Erwan, la tournée continue, avec des pièces qui atteignent les 200 kilos. Donc voilà, quelques pièces de thon rouge, pareil, qui ont été débarquées par 4 chalutiers de Lorient samedi matin et dimanche après-midi. Je suis en train de l'enregistrer et il va être saisi informatiquement pour une vente d'ici 20 minutes. Juste avant la criée, le poisson est placé sur un tapis roulant. On y indique simplement le nom du bateau d'où il provient. Puis vient la pesée, et c'est la vente qui démarre. Restaurateurs, poissonniers, marailleurs, grossistes, chacun a sa télécommande. Le premier qui appuie dessus achète le lot. Tout le monde est concentré. Ça va très très vite. Ça va très très vite, on a une cadence à peu près 1000 lots à l'heure, donc c'est vrai qu'il ne faut pas rater, quoi. Une fois la vente terminée, les acheteurs se ruent sur leurs poissons et quittent les lieux au plus vite, avec un code-barre détaillé pour chaque lot. Donc on retrouve toutes les informations nécessaires. Le lieu de vente, donc à la Marée Lorient, date et heure, présentation, qualité, fraîcheur, nom du bateau, zone de pêche, numéro de lot, espèce, taille, poids net, poids brut. Et à l'issue de la vente, on retrouve toujours la même chose, mais avec en plus le nom de l'acheteur et le prix du lot. Avant, on retrouvait globalement juste le nom du bateau, le prix et l'acheteur, quoi. En exagérant, il y a à revenir à quelques décennies en arrière, quoi. Ça a bien changé. Ouais, ça a pas mal changé. Avant, tous les bons étaient faits à la main, aujourd'hui, tout est informatisé, quoi. Cette étiquette, le poisson ne va plus jamais la quitter, y compris lorsqu'il va encore changer d'acheteur. Nous sommes à Rungis, la plateforme incontournable des produits de la mer. Ici, en 2013, plus de 100 000 tonnes de poissons et crustacés ont été vendus. C'est un gigantesque marché où les poissonniers, les restaurateurs achètent et surtout négocient. Philippe Poulain est un grossiste. Il a commandé sur Internet des lots de poissons, en partie en provenance du port de Lorient. Pendant près de 2 heures, il va tenter de les vendre au meilleur prix. Une immense pack, ça t'intéresse ou quoi? Ouais, t'as combien dedans? Je te fais comme d'habitude, hein, je vais pas non plus... 7,50. D'accord. Je te mets une petite boîte ou celle-ci? Ah, je suis content. Attends. T'as une 3 kilos ou une 4 kilos? Non, une 4. Une 4, hein. Ouais.
Elle est jolie en plus. T'as pas de petite turbo? Si, t'en as, toi? Si, j'en ai. Qu'est-ce que je peux te faire là-dedans? J'ai payé 13,50. Tu mets 15 balles. C'est joli, hein? Ouais. Regarde la qualité. Non, je donne mes bons à Estelle, Pascal. Qu'elle puisse facturer. Là, je vends à mes clients. Et en même temps, je les débite pour que je puisse donner le bon à Estelle. Et puis, c'est là qu'elle enregistre et elle met la traçabilité du produit que j'ai vendu. Et pour donner la facture au client, pour s'il a un contrôle, qui reconnaisse la traçabilité d'où vient le poisson, quoi. Voilà. On retrouve là aussi le même marquage appliqué à la sortie des bateaux dans les ports. Si de nouvelles étiquettes peuvent voir le jour, c'est à une seule condition, l'extraction d'un poisson venant d'un lot. Celui-là, c'est un peu gros, mais par contre, regarde. Après les autres, ça a l'air 600. Il y en a qu'un qui est un petit peu fort. Après, c'est les 540, 600. Je te mets celle-ci? Ouais, tu mets ça. Tu t'arrangeras, si t'as des gourmands, tu t'arrangeras. C'est bon, mon petit père? Les modifications, c'est quand on... Par exemple, on prend une caisse où il y a plusieurs poissons comme le bar. Celui qui veut une pièce, on est obligé, comment dirais-je, de peser la pièce de bar. Et là, on est obligé de refaire une étiquette avec une traçabilité. Donc c'est un autre nom et c'est le même numéro si vous voulez d'agrément, le même poisson. Mais ce n'est plus du tout la même étiquette, quoi. Donc c'est pour garder l'origine et la traçabilité. La traçabilité, accessible hier pour les professionnels et aujourd'hui pour tout le monde, particuliers compris. Savoir d'où vient le poisson, comment il a été pêché, s'il est d'élevage ou sauvage. À l'inverse du secteur de la viande, les clients sont à l'affût du moindre renseignement. Comme ici, dans cette poissonnerie d'un grand supermarché. Comme ça Vous voulez quoi? Comme ça, un tiers? c'est parfait, un tiers, ça sera parfait. Ça, c'est de la pêche, c'est sauvage. Ça, ça a été pêché. Ça, c'est pêché. Ça n'a pas été élevé, Du tout. Ok. Cette dorade-là, c'est qu'elle est bio, comme Oui. c'est indiqué. Oui. Et du fait, on ne peut pas la travailler. C'est vrai? Parce que comme les outils servent pour tous les poissons, en général, on ne peut pas mélanger bio et non bio. Et les clients sont de plus en plus connaisseurs, hein. De moins en moins ignorants, on va dire. Ça arrive quand même toujours assez souvent qu'ils nous posent certaines questions. On est là pour ça, hein, pour les renseigner. Mais de plus en plus souvent, ouais, ils savent déjà plus ou moins à quoi ils ont affaire. Ce vendeur avec ses collègues écoule près de 2 tonnes de poissons chaque jour. C'est l'une des plus grandes poissonneries d'Europe. Et ce qui fonctionne le mieux, ce sont les produits pêchés par des bateaux français. Pour Kamel Aïchouch, le responsable des produits de la mer, le poisson français est même devenu un argument marketing. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la pêche française est un peu comme une marque. Le drapeau bleu, blanc, rouge aujourd'hui est un peu comme un label. Et savoir de dire que le poisson est pêché en France ou est pêché chez nous, en tout cas sur nos côtes, c'est très rassurant pour eux. Et pour que les consommateurs aient davantage confiance, le supermarché a installé des panneaux avec les étiquettes originelles des poissons, celles qui ont été conçues lors de leur arrivée au port. Elles sont affichées à la vue des clients. Il y a une certaine crainte aujourd'hui quand le client veut faire ses courses. Ces étiquettes sanitaires-là, c'est un document. Voilà, c'est obligatoire. On doit nous aussi avoir des archives de ces étiquettes sanitaires-là. C'est 2 mois pour les coquillages et crustacés. C'est 1 semaine pour tout ce qui est poisson, découpe et céphalopodes. Et nous, on a un devoir d'archivage de ces étiquettes sanitaires-là pour savoir si jamais il y a un souci. Il y a un numéro de lot qui existe et on pourra remonter la chaîne pour tout simplement cerner la problématique de savoir d'où ça vient. Ces étiquettes sur les lieux de vente, elles font aussi l'objet d'un contrôle. Mais par manque d'effectifs, c'est rarement l'État qui vient constater s'il y a un problème sur la provenance du poisson. Cette surveillance, elle est réalisée autrement. Ce sont des organismes privés qui Ce sont des organismes privés, absolument. Oui, ce sont des organismes privés. Alors, s'ils sont je crois qu'ils sont subventionnés, il y a une partie qui est subventionnée par l'État. Et nous aussi, on paye aussi ces entreprises-là pour dire, venez voir un peu nos rayons. Cette poissonnerie se contrôle donc elle-même. Mais du fait du chiffre d'affaires, plus de 40 000 € par jour, celle-ci est extrêmement rigoureuse sur ce qu'elle vend. Mais qu'en est-il des autres marchands de poissons ? Là, on est vraiment dans la problématique globale des contrôles alimentaires. On sait bien que depuis quelques années, on manque de moyens pour les contrôles, les effectifs ont diminué, et donc on se reporte sur les fabricants
pour pratiquer l'autocontrôle. Tant que le fabricant est honnête, et le fabricant est en général honnête, ça se passe bien. Ça se passe bien, même si on peut avoir des erreurs. Maintenant, c'est quand même une porte ouverte aux malversations. C'est-à-dire qu'il peut, s'il y a un fabricant malhonnête, il va beaucoup plus facilement pouvoir passer entre les mailles du filet, c'est le cas de le dire. Mais ça, les agents de la répression des fraudes, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont pas assez nombreux. Ils sont juste pas assez nombreux. Si les contrôles menés par l'État sont peu fréquents, les résultats n'en sont pas moins excellents. Avec moins de 4% de fraude constatée, la France est l'un des pays les plus sûrs au monde quant à sa pêche. Par contre, les problèmes sont loin d'être réglés aux États-Unis. L'Italie et l'Espagne connaissent eux aussi une fraude massive. Plus de 30% des étiquettes ne correspondent pas aux poissons vendus. La pêche française, elle, se porte plutôt bien. Cette année, son chiffre d'affaires s'élèvera à plus d'1 milliard d'euros. Retour sur le plateau de la pêche en question avec nos invités. José Jounot, bonjour, vous êtes vice-président du Comité national des pêches et donc vous-même pêcheur au Sable d'Olonne. Pierre Tribon, vous êtes en charge des ressources halieutiques à la direction des pêches, une direction qui dépend, pour faire simple, on va dire, du ministère de l'écologie et du développement durable. Paul Ménessier, vous êtes chef du service alimentation à la DGAL, comme on dit, la direction générale de l'alimentation qui dépend du ministère de l'Agriculture. Et Thomas Leronçon, vous avez vu dans ce reportage, vous êtes le rédacteur en chef de 60 millions de consommateurs. José Jounot, je disais tout à l'heure au début de cette émission que le secteur de la pêche était sans doute un des secteurs de l'alimentation qui était le plus contrôlé, on l'a vu dans ce reportage. Vous expliquez ça comment? Ça me paraît tout à fait logique et normal, vu que la pêche est une activité de prélèvement sur la ressource halieutique, une ressource qui à la base appartient à tout le monde. On se doit, surtout au travers du reportage, d'être hyper contrôlé, hyper vigilant, de manière à mieux faire connaître nos produits, à être plus blanc que blanc pour dire, dans un marché qui est toujours très tendu, c'est-à-dire au travers de ces contrôles, on arrive à définir une rigueur. Et je pense que la pêche française, et ça fait plaisir d'entendre ce que je viens d'entendre dire, les efforts qui ont été consentis depuis quelques années commencent à payer. Tout est perfectible, mais aujourd'hui, je crois qu'on est sur la bonne voie. Alors, ces contrôles, l'intensité des contrôles, elle est récente ou c'est quelque chose que vous connaissez depuis des années, vous qui êtes pêcheur? Non, ça a toujours plus ou moins existé. Et en plus des contrôles qu'on vient de voir faits par l'État, les comités régionaux, les organisations de producteurs, toute l'organisation pêche dans son ensemble, s'imposent d'autres contrôles justement. Parce qu'on est très demandeurs. Nos quotas de fin d'année, par exemple à Bruxelles, qu'on commence à en parler un petit peu, dépendent justement... Les quotas, c'est le tonnage de poissons que vous pouvez pêcher. Tout à fait. C'est-à-dire la masse disponible au niveau national sur telle ou telle espèce dans telle zone. On demande justement, au travers de nos données, parce qu'il y a le contrôle physique tel qu'on vient de le voir, mais il y a toute une transmission, une chaîne de transmission de la donnée. On avait un journal de pêche qui date de l'âge de pierre. Aujourd'hui, on a des journaux de bord électroniques, c'est-à-dire qu'en temps et en heure, on envoie les productions. Juste après, même, on parle aujourd'hui de caméras, on est un petit peu plus distant là-dessus pour la surveillance des pêches. Mais l'encadrement des licences, par exemple, les licences, on en a entendu un petit peu parler, c'est-à-dire qu'on gère les espèces soumises à quota avec ça, mais aussi les autres. Donc, juste pour démontrer à la Commission européenne qu'on s'encadre, on sait s'encadrer, que les stocks sont en reconstitution et on espère, à un moment ou à un autre, que plutôt que de voir ces stocks diminuer, parce que c'est quand même notre petit capital à nous, c'est notre fonds de commerce, qu'ils vont se reconstituer et qu'on pourra dire, autour de l'Hexagone, il y a une richesse halieutique multiple et variée qui est en reconstitution. Et ça, c'est notre publicité. Thomas Leronçon, pour vous, les représentants des consommateurs, c'est plutôt rassurant, non? Tout ce qu'on a vu, cette traçabilité, ces contrôles, y compris dans les grandes surfaces? Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai que nous, on a l'habitude de montrer ce qui ne va pas très bien. C'est vrai que le titre de votre journal faisait peur. Est-ce qu'on peut encore manger du poisson? Parce que c'est la question que se posent les gens. Il fallait leur répondre. On leur a répondu oui, d'ailleurs. On leur a conseillé d'en manger. Mais c'est vrai que ça se passe très bien. Nous, notre travail à nous, c'est justement de continuer à insister, faire en sorte que ça continue à se passer bien et qu'on
qu'on soit vraiment très vigilant, qu'on évite tous les dérapages. Il y en a toujours, hein, il n'y en a pas qu'aux États-Unis. Le trempage des filets, ça existe aussi en France. Donc on est là. C'est vrai qu'on a un peu le mauvais rôle, puisqu'on va dire, on va dénoncer ce qui ne va pas, mais c'est en dénonçant ce qui ne va pas, en insistant là-dessus, qu'on a ce qu'on a vu quand on voit qu'un supermarché est capable d'avoir une politique de qualité aussi élevée que celle-là. Ce qu'on a vu dans le reportage aussi, ce qui est intéressant, c'est que la technologie elle-même permet maintenant de mieux cibler, jusque même sur les bateaux, pour savoir ce qu'on va chercher. Donc il y a une faiblesse des moyens, ça c'est sûr, on pourra en reparler, mais cette faiblesse des moyens est compensée par une espèce de grande intelligence de la prospection et de la recherche qui est intéressant du point de vue du consommateur. Oui. Alors, José Jounot, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait une sorte de secret. Hein. On parlait assez peu de ces lieux de pêche, de ce qu'on avait dans les cales de son bateau. Aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, vous êtes en permanence sous surveillance. On sait même à la vitesse à laquelle vous vous déplacez quasiment ce que vous êtes en train de pêcher. Oui, tout à fait. C'est pas un peu agaçant, quand on est patron pêcheur, d'être, j'allais dire, avec ce Big Brother au-dessus de la tête? La liberté, elle est au fond de nos cœurs. Non, mais justement, on demande aujourd'hui encore plus de contrôle. C'est-à-dire, mais un contrôle raisonnable et raisonné. C'est-à-dire fait par des gens qui maîtrisent le contrôle. Parce que le contrôle, ça peut être destructeur. Aujourd'hui, si on a des gens, on a vu des gens, il n'y a que 20 contrôles par jour, alors qu'il y a 2500 bateaux sur la façade. C'est très compliqué, et je me mets à la place de l'État aujourd'hui. Et nous, on dit aujourd'hui, pour définir nos ambitions, se faire reconnaître, il n'y a pas assez de contrôle. Maintenant, il faut que ce contrôle puisse servir à quelque chose. C'est-à-dire la transmission des données. Je pense que M. Tribon pourra en parler tout à l'heure. On a ouvert un portail héliotique en partenariat avec la DPMA, justement pour faire voir au plus large niveau, c'est-à-dire à tous nos consommateurs, à tout le monde, les activités de pêche qu'il y a sur nos côtes. Alors justement, les contrôles, parlons-en, Pierre Tribon. Alors je rappelle, hein, vous représentez la DPMA, c'est la Direction des produits de la mer et de l'aquaculture, des pêches maritimes et de l'aquaculture. Oui. Je vais y arriver, mais c'est vrai qu'avec toutes ces initiales, on s'y perd un peu. Les contrôles, on a vu dans le reportage qu'il y avait des... On regardait la taille des fils, des mailles des filets. Je suppose qu'il n'y a pas que ça. On ne regarde pas que la taille des filets et les carnets de bord des bateaux. Non, on ne regarde pas cela, même si c'est un élément extrêmement important, puisque la finalité du contrôle est d'une part de s'assurer du respect des mesures de gestion. Le contrôle des filets est un élément essentiel pour s'assurer que les prises respectent la taille minimale. Et par derrière, il y a bien évidemment la thématique que les captures ont atteint une taille mature et laisser la possibilité aux ressources, et souvent aux poissons, la possibilité de se reproduire. Alors on l'a vu, les enquêteurs, les inspecteurs que l'on a suivis sur ce Zodiac nous disent, et ils ne sont pas étendus sur le détail, hein, on cible les bateaux, on regarde ceux qui n'ont pas été contrôlés. Quel type de ciblage? Vous avez des informations? Comment ça se passe? Comment on décide d'aller contrôler tel ou tel bateau en mer? Là, c'est fait l'objet d'un ciblage, effectivement, dans le cadre d'un contrôle croisé qui devient à peu près la norme, comme rappelé par José Jounot, du fait du nombre quotidien de contrôles par rapport au nombre de navires en activité. Donc cela repose sur des moyens informatiques qui sont d'ores et déjà développés et qui tendent à se complexifier, notamment le recoupage possible des journaux de bord électroniques, avec également donc, la position des navires déterminée par ce qu'on appelle le VMS ou le GPS, qui permet effectivement de comparer à un temps donné si tel navire est présent dans une zone où la pêche est autorisée ou elle ne l'est pas. Et bien évidemment, une inspection sera diligentée dès l'instant où le navire ne serait pas dans une zone où il devrait être présent. Et par ailleurs, il y a également un recoupement assez intéressant qui est les données de vente qui sont recoupées avec les données déclaratives qui figurent sur les journaux de bord. Et évidemment, une discordance de plusieurs dizaines de pourcents mettent la puce à l'oreille, et notamment le rôle central du Centre national de surveillance des pêches, où l'on a vu des images qui permettent, en tant que maîtrise des moyens opérationnels, de diligenter un contrôle à bord, une inspection. Alors, dans le reportage, on a vu que tout se passait bien, mais je suppose que ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des cas de fraude avérée que vous avez détectés via les équipes des affaires maritimes? C'est fréquent... Non, pas fréquent. C'est souvent le cas pour des navires d'autres États membres qui, tout à fait licitement, sont susceptibles d'opérer dans les eaux sous juridiction française. Donc, en rappelant également qu'on a vraiment le souhait d'avoir une pression de contrôle raisonnable, de cibler sur les activités les plus à risque et essayer d'identifier
quel marin-pêcheur aurait effectivement enfreint certaines règles. Donc l'exemple le plus flagrant a été, et cela a porté ses fruits, notamment pour toutes les mesures d'encadrement de la pêche du thon rouge, qui reposent sur des moyens nautiques, des moyens aériens, des moyens au niveau du transfert des navires de capture vers les navires, remorqueurs vers les cages, qui ont amené à un respect presque au gramme près, y compris pour du thon rouge, du quota alloué. Et l'on constate depuis déjà 2-3 ans une reconstitution du stock qui semblerait se confirmer. Et là, il y a encore quelques réunions actuellement à ce sujet. Alors, Paul Mencier, vous intervenez au moment où le poisson est débarqué. C'est au moment où il arrive à la criée ou dans la grande surface, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on arrive à suivre et est-ce que c'est pas compliqué finalement votre métier? Parce que par définition, le poisson est un produit frais, un produit fragile, et donc on n'a pas le temps forcément de tout regarder et de pouvoir être aussi précis qu'on veut bien l'être. Oui, alors tout à fait. Nous intervenons, la Direction générale de l'alimentation, que je représente avec ses 4700 agents, intervient tout au long de la chaîne alimentaire sur toutes les filières. Donc le secteur de la pêche est un des secteurs dans lequel nous intervenons. Globalement, nous faisons quand même 90 000 inspections dans les établissements de la chaîne alimentaire et nous faisons 60 000 prélèvements de surveillance des produits. Donc établissements et produits sont les deux niveaux de contrôle que nous sommes à même de conduire. Donc pour le secteur de la pêche, il y a dans les établissements agréés, il y a à peu près 6 500 établissements quand on compte à la fois la pêche et aussi tout le secteur conchilicole, qui pour nous est un secteur également important. Et en effet, ce sont des produits fragiles qui nécessitent un savoir-faire que les professionnels tout au long de la chaîne doivent mettre en œuvre. Et nous contrôlons que les responsabilités des professionnels à tous les maillons de la chaîne sont bien mises en œuvre et que les produits sont sûrs jusqu'à l'assiette du consommateur. Et est-ce que vous ciblez les contrôles? Est-ce qu'il y a des choses que vous cherchez particulièrement quand vous faites ces contrôles? Alors, effectivement, nous donnons des orientations nationales à nos services pour que, sur la base d'une analyse de risque, nous soyons présents sur les points les plus sensibles qui nécessitent d'être contrôlés. Donc, dans les établissements, c'est de manière classique à la fois de vérifier les bonnes pratiques d'hygiène, de vérifier que le système d'autocontrôle qui doit être mis en place, alors ce n'est pas un pis-aller, c'est par manque de moyens de l'État, c'est au contraire le fondement de la réglementation sanitaire européenne qui rend le professionnel responsable, le premier responsable de la sécurité des produits. Donc nous assurons que la stratégie d'autocontrôle mise en place par les entreprises permet d'assurer la sécurité du produit. Et également dans les prélèvements que nous effectuons, les plans de surveillance et les plans de contrôle qui sont mis en œuvre, nous ciblons dans les plans de contrôle les points sur lesquels nous avons besoin de vérifier que les produits mis sur le marché sont sûrs. Et sur les produits... Par exemple, les Saint-Jacques, ça fait partie des choses que vous ciblez particulièrement parce que ça a été à l'origine de polémiques, notamment aux États-Unis? Alors, là, vous faites allusion à cette problématique de fraude liée à l'espèce, à l'identification de l'espèce. Donc, nous sommes en charge de la sécurité sanitaire. Donc, est-ce qu'il y a un danger pour le consommateur? Il y a d'autres types de contrôles qui viennent à assurer la loyauté des transactions et vérifier qu'il n'y a pas de tromperie et de falsification. Donc là, ce ne sont pas les contrôles que le ministère de l'Agriculture a en charge, mais nos collègues de la DGCCRF. La répression des fraudes, donc il est sous le couvert de Bercy, du ministère de l'Économie et des Finances. Thomas Laurenceau, des contrôles, ok. Paul Ménessier le disait tout à l'heure, il y a 4700 agents à la Direction générale de l'alimentation, vous voyez, la puce révélateur. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de leurs ambitions, selon vous? En tout cas, pour ce que je connais le mieux, qui est les contrôles dont vous parliez, ceux de la direction des fraudes, on voit bien que l'année dernière, en 2013, quand on a dit on va mettre le paquet, excusez-moi l'expression, sur les contrôles suite à l'affaire des lasagnes au cheval, viande et poisson confondus, la DGCCRF a fait 750 analyses et a abouti à 35 procès-verbaux. Donc il y a des limites, c'est évident, et les agents eux-mêmes s'en plaignent. Donc de ce côté-là, oui, il faut augmenter les moyens de contrôle, il n'y en a pas assez. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des tas de choses qui se développent et les choses se sont vraiment assainies. Il faut faire la distinction entre
l'erreur est la vraie tromperie, notamment sur les espèces. Un poissonnier n'est pas forcément calé en orthographe et sait pas forcément qu'il y a une différence entre la dorade DO et la dorade DAU. Donc ça peut être aussi des petites choses comme ça. En revanche, ce qu'on ne voit pas, ce qui n'est pas traité dans le reportage, puisque là on parle des poissons à l'étal, c'est ensuite toute la filière industrielle, où là, moi j'ai quand même de plus sérieux doutes sur la totale traçabilité de ce qu'il y a dans les plats préparés. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est plus difficile à vérifier a posteriori. Paul Messier, vous avez des problèmes, vous, plutôt avec l'industrie, plutôt qu'avec les détaillants, avec les poissonniers, les grandes surfaces ? Alors, en tout cas, pour ce qui concerne le champ de compétences de notre ministère, donc sur la sécurité sanitaire des aliments, nos moyens de contrôle sont au contraire plus ciblés sur l'industrie. Donc, nous faisons donc sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, donc dans l'industrie agroalimentaire, les établissements qui sont agréés, donc qui doivent avoir une autorisation administrative pour exercer leur activité. Nous avons donc effectué 90 000 inspections, et pour les établissements du secteur pêche et coquillage, nous avons constaté qu'il y avait plus de 70% des ateliers que nous avons contrôlés qui étaient qualifiés par nos inspecteurs de très bien ou acceptables. Donc on a quand même dans cette gamme d'activités des établissements qui sont de très bonne tenue. Alors on le voit, une marge d'erreur dans la distribution. Monsieur Tribon, est-ce qu'il y a aussi une marge d'erreur quand on est sur un bateau et qu'on vient comme ça, qu'on saute du Zodiac, qu'on arrive sur le pont du chalutier pour faire un contrôle ? C'est comme toute activité humaine, il y a une part d'erreur assumée, sachant qu'il y a une grande vigilance à assurer justement ce côté humain, et d'ailleurs qui transparaît dans le reportage, savoir respecter autant que possible l'opération de pêche qui est en cours. Donc d'une part, l'erreur est toujours humaine. Il y a également des marges de tolérance qui, avant de considérer, de qualifier une éventuelle infraction, sont mises en place. Et donc ce ne sont que des déviances avérées qui font l'objet éventuellement d'un rappel à la loi ou d'un procès verbal, sachant bien évidemment que nous sommes dans un état de droit et que les sanctions pénales et administratives suivent une procédure particulière, le contradictoire et toujours la possibilité de contester une inspection par le biais d'un avocat. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Par exemple, un navire peut être bloqué au port? Absolument, c'est la procédure de déroutement qui, dans l'hypothèse d'une infraction suffisamment grave et caractérisée, la direction départementale des territoires et de la mer, en général son directeur ou son représentant, peuvent être amenés à signer un ordre de déroutement qui impose au navire de rejoindre un port désigné, où là, généralement, des investigations complémentaires peuvent être réalisées et également, si nécessaire, la saisie de la pêche ainsi que des engins. C'est vrai pour des bateaux français, mais est-ce que c'est vrai également pour des navires d'autres pays de la communauté européenne? On peut penser par exemple à des navires espagnols. C'est très vrai pour tous les navires, sachant qu'on est bien dans le domaine de contrôle de l'activité qui est totalement couverte par la politique commune de la pêche et où il y a une compétence exclusive de l'Union. Donc toutes les mesures qui s'appliquent de façon identique entre les navires ressortissants de tous les États membres. À noter également au niveau de l'outre-mer une attention particulière pour les navires d'États tiers qui pénètrent de façon totalement illégale et pratiquent une pêche illégale, non raisonnée, non réglementée dans les eaux de Guyane. Donc là aussi, ça s'étend aux États tiers. Même si ça pose des problèmes diplomatiques, on se souvient qu'il y a quelques années, on a vu quelques soucis. Je parlais de l'Espagne à dessein, parce que arrêter un navire espagnol dans les eaux territoriales françaises, c'était le début de la Troisième Guerre mondiale, quasiment. Les choses se sont progressivement mises en place puisque, notamment entre centres de surveillance des pêches, il y a un échange constant. Il y a également, selon certaines procédures, une information préalable de l'état du pavillon que des inspecteurs vont monter à bord, notamment dans l'hypothèse où il y aura un contrôle et des sanctions à la suite, une information préalable de l'état du pavillon. Donc c'est quelque chose entre États membres et notamment entre voisins. Les choses se sont progressivement apaisées dans le cadre aussi la mise en place et le fait que l'Europe de la pêche soit totalement rentrée dans les mœurs. Donc il y a beaucoup moins de difficultés, certaines interprétations différentes, notamment était-il vraiment à la limite des eaux territoriales ou ne l'était-il pas? Mais ce sont des choses relativement mineures désormais. Maintenant on ne peut plus discuter d'ailleurs parce qu'on a la preuve sur ordinateur de l'emplacement du bateau quasiment. C'est très juste. D'un bateau espagnol. Avec toujours cette marge d'erreur qui était rappelée, ou souvent à 500 mètres près, également le doute bénéficiant souvent à l'accusé ou du moins à la personne pratiquant. C'est toujours cet aspect humain et le souhait vraiment de cibler sur les activités les plus à risque. José Genot, vous me disiez tout à l'heure,
nous les pêcheurs, on se fixe aussi des règles. Alors je voudrais qu'on aille un peu plus loin là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait l'impression que les pêcheurs faisaient à peu près ce qu'ils voulaient, que la mer était leur seul univers de chasse et que personne ne pouvait aller regarder ce qui s'y passait. Expliquez-moi, à quel niveau vous mettez des barrières, à quelles règles vous fixez et comment vous les faites respecter vous-même? Parce qu'on a vu que dans l'administration, parfois c'est un petit peu compliqué, mais vous les pêcheurs? Le milieu de la pêche est un milieu qui va très très vite à s'adapter à son environnement, justement. On a eu des réformes, la LMAP, loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, etc. Des choses qui vont, à mon sens, dans le bon sens, justement. Aujourd'hui, les comités, dans leur ensemble, peuvent avoir ont un pouvoir de sanction par rapport à leurs pêcheurs. Vu que les comités ont le droit aussi de légiférer dans les 12 000, on se doit d'être responsable, mais au sens noble du terme. Donc, justement, une des missions de ces différents organismes, c'est la préservation de la ressource halieutique et la gestion de celle-ci. Ça ne sert à rien d'accuser Bruxelles, ça ne sert à rien d'accuser l'État, parce que l'État, on les accuse un petit peu souvent à tort, mais ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc on essaye de se donner les moyens, nous, d'encadrer nos pêcheurs. Bon, et on se tire un petit peu la bourre les uns les autres. Quelque part, c'est une manière aussi de se faire reconnaître lorsqu'on encadre bien une pratique. Donc, automatiquement, on vit très largement du tourisme. Une pratique, on parle toujours de la Bretagne, mais il n'y a pas qu'en Bretagne qui se pêche du poisson, je tiens à le souligner. Au Sable-d'Olonne aussi, voilà, on va le dire. Oui, en Aquitaine, en Méditerranée, en Manche aussi, à Boulogne. Et en Corse, on va et pas en oublier Corse, bien sûr. Et on a tout intérêt aujourd'hui à faire preuve justement d'encadrement raisonnable et raisonné. Alors vous dites on fait des contrôles dans la bande des 12 000, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a un shérif pêcheur qui contrôle et qui a le droit de vie ou de mort, tels les shérifs des westerns? On a une délégation de compétences dans les 12 000. Et ça, les 12 000, ça fait à peu près, en kilomètres, ça fait combien des côtes? 22-23 kilomètres à peu près, quoi. Donc c'est la bande côtière, c'est vraiment c'est la bande où il y a le plus de soucis, justement. Le partage de l'espace, c'est pas un mot. Donc on a intérêt de s'encadrer très... On n'est pas encore rendu à contrôler nos navires de pêche. Mais par contre, on a des pêcheurs à pied professionnels qui sont sur l'estran, où on a des gardes jurés qui sont nos employés, qui sont là pour contrôler justement la taille des coquillages, leur salubrité, etc. Donc, quelque part, c'est quand même énorme, une profession qui s'encadre elle-même avec tous ces moyens-là, de manière à faire preuve très largement au niveau des médias en particulier, pour dire on est dans une démarche vertueuse. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Et ça passe bien, parce qu'il me semble qu'on a un capital sympathie, la pêche, on fait exploser tous les scores. Je crois qu'on doit être à 90% d'opinion favorable. C'est fantastique tout ça. La preuve en est 60 millions de consommateurs. On travaille régulièrement avec eux, parce qu'actuellement, on est sur une mise en place d'un écolabel. Et là, tout le monde est présent autour de la table. Et ça ne peut se faire qu'en réunissant toutes les parties. Et la base même, c'est justement de la pêche, la production. Je ne pense pas que tout le monde laisserait faire si on faisait n'importe quoi. Et ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est que cette façon de gérer la pêche, la ressource, c'est pas nouveau. Ça existe finalement depuis que la pêche a commencé à s'organiser. On va remonter au temps des prud'hommies et des premières prud'hommies, notamment en Corse. Oui, disons que nous aussi, on a été un peu dans le même système que l'agriculture. On a eu notre Trente Glorieuses. Il fallait produire pour la population. Là, à ce moment-là, tout le monde était beaucoup moins vertueux qu'on ne l'est aujourd'hui. Il faut bien dire ce qui est, quoi. Il fallait produire un petit peu n'importe comment et chacun fermait les yeux. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a une conscience collective qui dit bon, on a des enfants, on a des petits-enfants, on veut leur laisser quelque chose, quoi. On parle de transition énergétique, on est impliqué dans tous ces grands secteurs aujourd'hui. On est des secteurs d'activité et d'industrie comme n'importe quel autre aujourd'hui, c'est-à-dire on est en plein développement. Et pour se développer, il faut qu'on se fasse connaître. Le marin-pêcheur est intégré dans une démarche, ce qu'on se voudrait très vertueuse, quoi. Voilà. Thomas Laurenceau, donc apparemment vous travaillez avec les pêcheurs sur cet écolabel. J'allais dire un label de plus. Alors déjà, quand on achète des produits alimentaires, on s'y perd un peu. Et alors, a fortiori pour le poisson, il y a une foultitude de labels, de marques, de logos. On a du mal, nous consommateurs, à y retrouver nos petits. Il faut apprendre, et il y en a qui sortent du lot. Le Pavillon France, au moins, on sait qu'il y a un label de pêche durable française, on voit ce que ça veut dire. Le label rouge que tout le monde connaît, il existe aussi dans les produits de l'aquaculture. Et il y a un label aquaculture
durable. Donc il y a quelques labels, il n'y en a pas tant que ça, et ils existent. Et vous voyez bien là, on vient d'assister quasiment en direct à la réconciliation des marins-pêcheurs et des consommateurs, parce que je crois que c'est vrai, c'est vraiment, moi je souscris à ce qui a été dit. Hein. Aujourd'hui, les pêcheurs, ils savent bien qu'ils n'ont aucun intérêt à faire n'importe quoi. Ça serait suicidaire. Donc tout le monde va dans ce sens. La réglementation va dans ce sens aussi, puisque la transparence va augmentant depuis des années, et avec la réglementation européenne en décembre prochain, va aller encore plus loin sur l'information du consommateur. Donc on va vraiment dans le bon sens. Le tout, c'est qu'il faut jamais oublier qu'on est sur un marché, que ce marché, ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent, et que dès qu'il y a de l'argent, il y a des gens qui veulent frauder, et que là, il faut quand même vérifier de temps en temps. Paul Ménessier, d'un mot, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer aujourd'hui en matière de traçabilité et d'information du consommateur ? Alors nous sommes en train de travailler pour l'information du consommateur sur l'amélioration de la transparence des contrôles justement qui sont effectués tout au long de la chaîne alimentaire. Donc c'est une des dispositions de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui vient d'être adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 11 septembre. Donc nous n'avons pas de modalités qui soient encore définies, mais l'objet c'est que quel que soit le niveau de la chaîne alimentaire, on puisse fournir une information sur le sérieux des entreprises et le travail qu'ils ont effectué de façon claire et compréhensible. José Junot, d'un mot, pour vous l'avenir, c'est plus de transparence, encore plus de transparence pour mieux faire connaître vos métiers et vos produits ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est incontournable. Et pour ce faire, surtout apprécier du plus grand nombre. Et ça va être difficile ? Non. Ça va se passer naturellement. Comment vous allez vous y prendre ? Parce que vous avez le contact sur le port, par exemple, quand vous débarquez votre poisson, mais quand on est à 1000 km des Sables d'Olonne, comment on peut faire passer le message ? On a le satellite pour pouvoir communiquer, c'est ce qui nous sert à nous espionner, justement, donc c'est un moyen de communication. Aujourd'hui, un bateau de pêche, c'est un condensé de technologie. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, on a des brouilleurs, on a la téléphonie par satellite, etc. C'est incroyable ce qu'il peut y avoir. On a tous les moyens possibles et imaginables pour bien se faire voir. On a tous les atouts pour nous. Par contre, je tiens à insister sur un point. On a vu la criée de l'Orient. Et je crois qu'aujourd'hui, un des vecteurs aujourd'hui pour cette traçabilité, pour cette reconnaissance, pour qu'on puisse, parce qu'on a une rupture, le pêcheur n'est pas remis en cause, le débarquement non plus, c'est après où ça devient un peu flou. Il faut absolument, si on veut tracer, il faut des points de débarquement, il faut des criées, il faut garder ce maillon tel qu'il existe, et pour éviter justement que des pêches, parallèles se développent. Et là, ça serait destructeur pour tous. Ce sera le mot de la fin. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à ce premier numéro de La Pêche en question. Et on vous retrouve très vite sur Campagne TV.